Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 25 août, on n'a pas vendangé, je vous fais le point sur ces premiers jours de vendange. Le vlog Vigneron, découvrez notre quotidien pendant les vendanges, de la vigne au cuvage. Comme je vous avais dit dans le vlog précédent, on devait commencer le 22, on a commencé le 22 comme prévu. Je vous ai pas fait de vidéo depuis parce que ça a été 3 jours assez intenses et puis en plus du travail de vendange. Bon, je vais pas me plaindre, on a eu la chance d'avoir beaucoup de clients et ça a fait des journées très chargées, donc j'ai pas du tout eu le temps de vous filmer des vidéos. Mais on a fait quand même pas mal d'images que je vais vous mettre en illustration pour vous illustrer de quoi on parle. Donc comme prévu, on a commencé par notre parcelle La Baignière. C'est celle que je vous ai montré plusieurs fois dans les deux vlogs précédents. Vous le savez, c'est celle qui a pris beaucoup le sec et qui commençait à vraiment s'abîmer, du moins à s'abîmer. Pas forcément les raisins qui s'abîmaient réellement, mais qui commençaient à se dessécher. Donc il était temps de faire quelque chose. Donc on a commencé par celle-ci. On a fait notre autre parcelle que je vous ai montré dans les suivis de maturité CRA et on a arrêté La Baignière en cours de route parce qu'on rentrait dans une partie qui était moins mûre avec un taux de sucre moins élevé. Donc on a préféré arrêter plutôt que de ramasser des raisins qui ne correspondaient pas à ce qu'on voulait. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, ce jeudi, on ne vendange pas, on ne va pas vendanger non plus demain. On va reprendre samedi pour faire les créments qui eux sont arrivés à maturité. Alors là, peut-être certains vous vous dites, mais il a vendangé des rouges, des vins tranquilles avant les créments. Est-ce que ça va bien dans sa tête? Oui, tout va bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que normalement, on commence par le crément. Mais chez nous, c'est vrai qu'il nous arrive régulièrement de faire ces deux parcelles juste avant les créments parce que ce sont des parcelles qui sont mûres très rapidement, plus rapidement que nos créments. Donc voilà un petit peu le programme. Samedi, donc, on reprend pour faire ces créments et après on arrête à nouveau pour bien 3-4 jours et bien pour attendre que tout finisse ou que de nouvelles parcelles arrivent réellement à maturité. Parce qu'il se passe une chose, on a un petit peu anticipé pour nos deux parcelles, La Baignière et CRA, parce que CRA est arrivée naturellement à maturité, elle n'a pas trop souffert du sec. Encore une fois, je vous invite à aller voir le vlog précédent où je vous en parle. Par contre, La Baignière, il était temps de faire quelque chose parce qu'effectivement, ça commençait vraiment à s'abîmer. Donc, il était important de ramasser ce qu'on pouvait ramasser le plus tôt possible. C'est ce qui fait qu'on a commencé un petit peu tôt et que maintenant, on va attendre un petit peu parce qu'on a des parcelles qui sont bloquées par ces fortes chaleurs, par ce manque d'eau, des parcelles qui n'évoluent tout simplement pas ou très peu. Donc voilà, il faut plus de temps pour qu'elles avancent. Donc en gros, on a ramassé les 2/3 de cette parcelle, La Baignière. C'est une grande parcelle, hein, c'est la plus grande parcelle du domaine maintenant. Je dis maintenant parce que c'est une parcelle qui est nouvelle. Hein. On a une partie qui a été plantée il y a 4 ans, qui est à sa 2e année de baguette. Et puis il y a une partie qui est en montant, donc qui est sa première année de production. Donc on a rentré ces deux cuves là qui sont derrière moi, ce qui représente à peu près les 2/3 de la parcelle. Alors je vous avais dit, la maturité n'était peut-être pas, la maturité en sucre, le taux de sucre n'était pas au niveau que j'attendais. Moi j'avais estimé autour des 11. En réalité l'œnologue, donc lui, les chiffres sont implacables avec le matériel qu'ils ont. Il m'a dit 17, donc c'est encore un petit peu en dessous de ce que je voulais.
Mais sachant que c'est bon, d'un point de vue réglementaire, je suis bon puisque le minimum c'est 10,2. Donc effectivement, c'est vrai que 17 c'est pas extraordinaire, même si réglementairement parlant je suis bon. Mais c'était un petit peu le mieux que je pouvais attendre vu l'état de sécheresse, de stress hydrique de la vigne, hein, vous l'avez vu. Elle n'avait presque plus de feuilles, donc il était temps de faire quelque chose de toute façon. Là, le but, c'était de sauver du volume. En plus, je vais vous montrer, le jus est quand même très coloré. Donc là, vous voyez la couleur de notre cuvée La Baignère. Donc clairement, c'est preuve d'un raisin qui arrivait à maturité, même si, comme je vous le répète, il manque un petit peu de sucre. Mais avoir une couleur comme ça sur des pinots au bout de 3 jours de cuvaison, c'est vraiment complètement exceptionnel. Ça va nous donner une couleur de folie. Ça va vraiment être super sympa. Et puis clairement là, bon, ce n'est que du jus de raisin, il n'y a pas d'alcool dedans. Du moins, ça commence petit à petit, mais c'est vraiment insignifiant. Principalement du sucre. Et on le voit au nez, ça sent bon. C'est légèrement poivré. Donc voilà, ça sent bon. On n'a pas ces odeurs de verre comme peut avoir un raisin pas très mûr. Non, en bouche, c'est sucré, c'est assez équilibré. Bon, trop tôt pour le dire vraiment ce que ça va donner. Mais déjà ramasser quelque chose qui donne un bon jus de raisin, derrière, ça ne peut que donner un très bon vin. Bien sûr, sauf problème derrière en vinification, on n'en est jamais à l'abri, j'espère pas me porter la poisse. Mais concrètement, voilà, je pense, je vous le redis, avoir fait le bon choix. C'était encore une fois ce que je vous disais dans le vlog précédent. La maturité phénolique, elle est là, les pépins sont bien colorés. Ça a donné beaucoup de couleurs. Là, on est qu'à entre 2 et 3 jours de cuvaison. Il y a déjà une couleur phénoménale. Les jus sont super bons. Donc ça, c'est vraiment des gros points positifs. On a réussi à sauver un volume quand même. Ça fait un peu de jus. Alors, je pense pas que le rendement en jus soit extraordinaire. Mais bon, c'est ce qu'on aura pu faire de mieux. Et surtout, important pour l'équilibre des vins, c'est qu'on a une acidité à 4,90. Alors, c'est pas une acidité exceptionnelle. C'est même un petit peu en dessous de la moyenne. Mais par rapport à cette année où les acidités vont être relativement basses, c'est une acidité qui est très intéressante. Donc là, je me suis arrêté parce qu'après, la parcelle était un peu plus chargée. Dans certains ronds, a moins souffert du sec, donc ce qui donne un taux en sucre encore moins élevé. Donc je voulais pas ramasser non plus des raisins avec moins de sucre. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais attendre que le dernier tiers continue de se concentrer en sucre. Alors je vais sûrement perdre en volume. Je ne pense pas qu'elle se concentre en sucre réellement par rapport de sucre de la vigne, mais plus par concentration liée aux pertes en eau par évaporation. Mais donc ça me permettra d'avoir un vin plus chargé en sucre, donc potentiellement plus chargé en alcool. Et par contre, je vais perdre l'acidité. Là, carrément, l'acidité risque vraiment d'être faible. Donc là, l'atout que je vais essayer de jouer, c'est d'avoir ces deux cuves-là, les 2 tiers de ma récolte, avec un degré qui n'est pas forcément ultra important, mais que je vais pouvoir réélever. Je vais chaptaliser, je vais ajouter un petit peu de sucre pour approcher les 11,5 de degrés, je sais pas encore, faut que je le calcule. Et puis, donc avec une acidité un petit peu plus marquée, ces 2 cuves-là, et comme ça, je pourrai assembler avec le tiers restant, qui sera un petit peu plus mûr, un peu plus chargé en sucre, mais probablement avec une acidité moindre. Ça va venir s'équilibrer avec mes 2 cuves-là. Donc en théorie, si tout se passe comme prévu, ça devrait faire des vins plutôt équilibrés. Voilà, c'est un petit peu embêtant d'arrêter les vendanges en cours de route, mais j'ai pas trop le choix. Et puis à l'heure actuelle, ça me semble le meilleur compromis que je puisse faire eh bien, avec les conditions climatiques que j'ai, avec les conditions du raisin. Et puis, il faut savoir que en tête, on a souvent un degré. Les gens s'attendent à 1 degré. Si on met sur la bouteille que le degré est un peu plus faible, les gens vont dire que le vin est pas bon. Mais concrètement, en 2020, on a rentré les Bourgognes rouges en Cras et déjà la première cuvée de La Baignère. Pareil, on avait eu un gros stress hydrique, on les avait ramassés à 11,90 et au final, ça a donné des super vins.
Donc voilà, il n'y a pas de raison, il ne faut pas avoir peur de ramasser avec des degrés un petit peu plus faibles quand on n'a pas le choix, sachant que là, certes la maturité en sucre n'est pas bonne, mais tout le reste est bon, donc il n'y a pas de raison que ça fasse des mauvais vins. Pour en finir, là, le gros avantage, c'est que j'ai sauvé une bonne partie du volume, parce que là, le tiers qui va rester, clairement, je risque d'en perdre beaucoup, mais au moins, j'aurai quand même un volume conséquent que l'anticipation des vendanges m'a permis de préserver. Donc là, la première cuve a été en cuvée lundi soir, donc ce qui nous fait à peu près 3 jours de cuvaison. Là, elle s'est vraiment lancée aujourd'hui. Je vais vous montrer, on voit, on entend bouillonner. C'est parti à fond. La deuxième est un petit peu plus lente, mais ça c'est normal, il y a un jour de décalage. Je les ai refroidis, je les ai mis à 19 degrés parce qu'on les a ramassés à 25, ce qui était trop élevé. Donc on fait souvent ça quand c'est trop chaud, c'est pour essayer de faire une macération préfermentaire à froid pour dégager certains arômes et essayer de gagner en couleur. Donc là, bon, ça a fait à peu près 2 jours à peu près à froid. Bon, j'insiste pas sur le fait de les refroidir parce que je les ai ramassés assez chauds et puis maintenant qu'elles sont parties, ça sert plus à rien. Si ce n'est consommer de l'électricité pour rien, c'est inutile. Donc là, je vais les laisser faire tranquillement. C'est aussi le fait d'avoir anticipé ces vendanges pour ces parcelles-là, eh bien, va me permettre de pouvoir étaler les vendanges sur un petit peu plus longtemps et notamment étaler le taux de remplissage de mes cuves, parce que clairement, avec un volume de vendanges tel qu'on s'attend qu'il y a dans les vignes, je ne peux pas ramasser cette année tout d'un coup parce que sinon tout serait plein. Donc là, le but c'est celle-là, elle devrait être finie de cuver quand mes derniers pinots vont arriver. Donc normalement c'est bon, les cuves vont pouvoir s'enchaîner, ce qui veut dire que je pourrais faire entre deux minimum, voire 3 cuvaisons sur la même cuve. Donc ça c'est vraiment un gain de place qui est assez conséquent. Parce que clairement, j'ai pas la capacité de ramasser tous mes rouges une année où ça fait du vin, tout d'affilée. Donc là, ça y est, sur cette première cuve de Bourgogne rouge la Baignière, vous pouvez le voir, ça commence à bien frémir. Et puis on l'entend, hein, ça bouillonne dans la cuve. Donc là c'est parti. Alors comme d'habitude on est en levure indigène, je n'ai pas levuré, ça s'est lancé naturellement avec les levures bien naturellement présentes sur le raisin et sur le matériel de cave. Donc comme d'habitude, vous le voyez derrière moi, j'ai bâché, voilà, pour maintenir le CO2 sur la cuve pour éviter tout risque d'oxydation. Alors au début de cuvaison, c'est pas trop le souci parce que il y a suffisamment de CO2 qui se dégage pour protéger le vin. Par contre, c'est surtout en fin de cuvaison où c'est important parce qu'il se dégage moins de CO2. Comme en plus on fait des cuvaisons plutôt longues, autour de 15 jours, clairement au bout d'une dizaine de jours déjà, il y a beaucoup moins de CO2 qui se dégage. Sachant que là, au rythme où ça va, je pense qu'en une semaine, les fermentations devraient être quasiment pliées. Donc, d'où l'importance de bien garder le CO2 dès le début sur la cuve. Donc là, vous le voyez, ce système, comme d'habitude, je vous mettrai le lien des vlogs précédents où je vous montre l'installation des grilles, mais je vous les remontrerai cette année. Là, j'ai pas pris le temps de filmer l'installation des grilles, mais quand j'ai la possibilité, pour l'instant, j'en ai que 3 à disposition. Donc des fois, je le fais pas forcément sur toutes les cuves. Mais quand je peux, je mets en place mon système de grille. Là, j'ai une grille inox qu'on ne voit pas, mais qui est plongée dans le vin, qui permet de garder le jus en surface. Alors oui, bon là, vous le voyez, les baies ont un faible poids, sont assez légères parce que les baies un petit peu séchées, qui manquent de jus, vous voyez, qui sont un petit peu flétries, ça c'est pas lié aux fermentations comme des fois. Mais c'est plus voilà, parce qu'il manquait de jus dans certaines baies. Toutes ces baies là ont tendance à flotter, donc elles viennent flotter sur le jus. Mais normalement, vous le voyez, hop, là vous avez le jus de juste dessous. Vous avez juste quelques baies qui flottent. Et au fond, sous
une vingtaine de centimètres de jus, vous avez la grille inox. Donc la grille inox, eh bien, elle a tout simplement pour rôle de garder le marc dessous, sous la grille, laisser monter le jus dessus pour que le chapeau de marc soit tout le temps immergé, et ce qui nous permet d'éviter les pigeages. Alors c'est à la fois un gain de temps, clairement, parce qu'on n'a pas à piger, on ne s'occupe pas des on ne s'occupe pas des cuves, du moins pour le pigeage, parce que sinon quand on n'a pas ce système là, eh bien c'est 1 ou 2 pigeages par jour, c'est du temps et ça fait faire pas mal de sport. Donc là on est tranquille de ce côté là. Je vais juste faire quelques petits remontages, mais chez nous on fait peu de remontage parce qu'avec ce système c'est vrai qu'on n'a pas forcément besoin de remettre du jus par dessus pour réhydrater le chapeau de marc puisqu'il baigne déjà complètement. Donc je ferai juste peut-être quelques remontages pour homogénéiser un petit peu les températures, éventuellement les différents jus qui peuvent se trouver dans la cuve pour oxygéner un petit peu, pour favoriser le travail des levures, mais d'une manière générale, je ne touche pratiquement pas mes cuvées. Et pour notre deuxième cuvée qu'on a rentré ces premiers jours, eh bien c'est exactement le même principe. Vous le voyez derrière moi, c'est bâché, j'ai mis ma grille. Donc voilà, j'ai fait exactement le même principe pour ne pas avoir à piger. Rien de particulier pour cette cuvée, si ce n'est que là, autant pour la baignière, je suis un petit peu déçu, entre guillemets, d'avoir dû anticiper ces vendanges et de ramasser à un degré un petit peu inférieur à ce que je m'attendais. Mais bon, c'est comme ça, je pense pas avoir fait un trop mauvais choix. Par contre, là, en crash, je suis vraiment très content de cette cuvée. Parce que je vous avais dit, hein, je vous invite à revoir les premiers vlogs, mais les baies avaient l'air bien gonflées, jolies, il y avait du degré. Et ça se confirme, ça fait 12-30. Voilà, c'est à peu près le degré recherché, on visait le 12,5. Donc 12-30 c'est pas mal, c'est même très bien. En plus une acidité correcte pour l'année, même une bonne acidité. C'était ce que je voyais visuellement, hein. La parcelle n'a pas du tout souffert du sec cette année. Ça en est même un petit peu bizarre parce qu'en 2020 elle avait vraiment souffert du sec. Mais là peut-être sécheresse moins marquée, est-ce que la pluie de juillet avait déjà gonflé les baies? Bon, je ne saurais trop l'expliquer. Mais en tout cas, la vendange était magnifique. Alors, j'ai pas pris le temps de vous faire des vidéos. J'ai regardé si j'ai une ou deux photos qui traînent, mais vraiment, la vendange était magnifique. Je vous mets la photo de la benne. Clairement, ça fait depuis 2018 qu'on n'avait pas fait une récolte pareille dans cette parcelle. Parce que là, il y avait vraiment de la quantité. Elle n'a pas gelé, elle n'a pas souffert du sec. Donc, tous les critères étaient réunis. Bon, cette parcelle-là ne fait pas des rendements colossaux, hein. Il ne faut pas s'attendre à des rendements extraordinaires. Mais pour cette parcelle-là, là, c'est vraiment excellent. Et puis c'est surtout de pouvoir allier une année comme ça, à la fois le taux de sucre et l'acidité, ça devrait donner vraiment un super bon vin. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de ces 3 premiers jours de vendange et puis de ce qui nous attend. Alors oui, j'ai été obligé d'arrêter. C'est vrai que c'est pas forcément évident parce qu'on doit renvoyer les vendangeurs chez eux. On aime bien toujours quand on a les vendangeurs sous la main, eh bien pouvoir avancer, continuer. Mais bon, là, clairement, la maturité n'y est pas. On ne va pas gâcher une année de travail pour vouloir tout faire d'un coup. Surtout qu'en plus, comme je vous disais, étaler, ça permet d'étaler les rentrées de raisin dans le cuvage et de faire de la place à mesure qu'on peut les rentrer. Donc au final, c'était pas forcément facile de choisir le premier jour de début des vendanges, mais je pense qu'on a fait les bons choix, en tout cas les meilleurs choix qu'on pouvait faire avec les conditions météo et les caractéristiques analytiques des raisins qu'on avait. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.